Vous êtes sur Google Maps, tranquillement en train de chercher une adresse un peu au hasard, et vous tombez sur ça. Un homme penché au-dessus d'un coffre de voiture. À l'intérieur, un sac blanc de la taille d'un corps humain. Cette image a été prise par hasard, et elle a permis de résoudre un meurtre. Google Maps capture des milliards d'images tous les ans. La plupart sont banales, certes, mais certaines auraient dû rester cachées. Aujourd'hui, je vais vous montrer les découvertes les plus dérangeantes jamais faites sur Google Maps. Des meurtres résolus par accident, des personnes disparues, retrouvées après des décennies, et une île que vous connaissez peut-être, couverte de poupées plutôt flippantes. On commence par l'histoire la plus récente, peut-être la plus glaçante de la vidéo. C'est parti. Le loup de Tarueco. Tarueco, un village de 56 habitants perdu dans la province de Soria au nord de l'Espagne. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où rien ne se passe jamais. En novembre 2023, un homme cubain de 33 ans nommé Jorge Luis Pérez arrive dans ce village. Il vient retrouver sa femme Alicia qui travaille déjà en Espagne depuis quelques mois. Mais quand Jorge arrive, il va découvrir quelque chose qu'il aurait préféré ne jamais découvrir. Sa femme a une liaison avec un homme du coin, un barman de 48 ans, surnommé El Lobo de Tarueco, le loup de Tarueco. Et quelques jours plus tard, bingo, Jorge disparaît sans laisser de traces. Son cousin, resté à Cuba, reçoit des messages étranges sur WhatsApp. Jorge lui dit qu'il a rencontré une nouvelle femme, qu'il va changer de vie et qu'il va se débarrasser de son téléphone. Mais évidemment, quelque chose cloche. Les messages ne ressemblent pas du tout à Jorge, le ton est différent et il a bien fait, mais le cousin alerte rapidement la police espagnole. L'enquête commence, la police fait son boulot, il triangule le téléphone, la position le plus précisément possible de Jorge, et il découvre que tout a été envoyé depuis le petit village où vit Alicia, la femme de Jorge. Mais sans corps, sans preuve concrète, l'affaire stagne pendant 1 an. Et puis en octobre 2024, quelque chose d'incroyable se produit. Pour la première fois en 15 ans, une voiture Google Street View passe par Tarueco. Les enquêteurs, en faisant leurs recherches habituelles, consultent les nouvelles images du village. Et là, ils vont voir quelque chose qui va les glacer complets. Un homme penché au-dessus du coffre d'une vieille voiture Bordeaux. Il porte un blouson bleu avec le logo du club Deportivo Numancia, l'équipe de foot locale. Et dans le coffre, un énorme sac blanc. Un énorme sac blanc de forme humaine, trop humaine pour fermer les yeux. Une autre image, prise quelques minutes avant, montre le même homme. Il pousse une brouette avec le même sac blanc à l'intérieur. L'inspecteur Oscar Garcia, de l'unité spécialisée des crimes violents, n'a aucun doute. C'est lui, c'est le loup de Tarueco. Il y a aucun doute à avoir, il y a 50 habitants, c'est trop suspect pour ne pas être lui. Le 12 novembre 2024, la police espagnole arrête Manuel, le loup, et Alicia, l'épouse de Jorge. Alicia finit par tout avouer. Elle et son amant ont tué Jorge ensemble, puis Manuel a découpé le corps et l'a enterré dans le cimetière d'un village voisin. Le 11 décembre 2024, les policiers retrouvent le torse de Jorge dans un état de décomposition avancé. Cette affaire n'aurait probablement jamais pu être résolue si la voiture de Google Maps, de Google Street View, n'était pas passée par là à ce moment précis. C'est donc de la chance, entre guillemets, mais on peut dire que c'est un mystère de Google Street View qui a été résolu. Ça en reste pas moins une horreur. 15 ans sans passage de la voiture, et le jour où Google revient, c'est pour capturer un meurtrier en pleine action. Mais c'est pas la seule fois où Google Maps a résolu un mystère. L'histoire suivante est encore plus troublante, parce qu'elle concerne quelqu'un qui était visible depuis le début. Pendant 9 années, 9 longues années, sans que personne ne remarque rien. L'homme au fond du lac. 11 octobre 2006, Byron Township, dans le Michigan. David Lee Niles, 72 ans, entre dans le Jake's Bar pour retrouver un ami à lui. C'est un habitué des lieux, normalement il reste plusieurs heures et jamais rien ne vient changer son calme habituel. Mais ce soir-là, quelque chose est différent. Dans l'air, ça sent bizarre. Et le truc, c'est que malheureusement, David a appris dans la journée qu'il avait un cancer des os et en plus de ça, il souffre d'une dépression chronique depuis plusieurs mois. Au bout de quelques minutes seulement, il dit à son ami qu'il va trop mal, qu'il doit partir, il se lève, quitte le bar et disparaît. Le truc, c'est que plus personne ne le reverra plus jamais après ça. La police lance des recherches dans tout l'état. Rien, pas de corps, pas de voiture, pas d'indices. Les années passent et en 2011, après 5 ans sans nouvelles, la famille de David perd espoir. Ils publient une nécrologie dans le journal local et quelque part font le deuil de David. La nécrologie dit: David Lee Niles, 72 ans, de Wyoming, Michigan, est décédé. Seul Dieu sait quand et où. La famille organise une cérémonie funéraire sans le corps de David. Et le truc, c'est que pendant tout ce temps,
Et David était là. Il était à moins d'1 kilomètre du bar où il avait été vu pour la dernière fois. Avance rapide au 10 novembre 2015, 9 ans après la disparition. Brian Hausman travaille au Cook Funeral Home, c'est une maison funéraire située juste à côté d'un étang. Ce matin-là, il monte sur une nacelle pour installer les décorations de Noël sur un grand sapin. En arrivant au sommet de l'arbre, il regarde vers le bas et voit quelque chose dans l'eau. Il va témoigner rapidement. « J'ai vu une forme », racontera-t-il. On aurait dit une voiture. Il appelle la police, prévient tout le monde et des plongeurs arrivent rapidement sur les lieux. L'eau, elle est sale, elle est trouble, elle est couverte de vases, d'algues et du coup c'est quasiment impossible de voir quoi que ce soit, surtout si on n'est pas en hauteur. Les plongeurs plongent, font leur boulot et doivent casser les fenêtres pour voir à l'intérieur de la voiture. Et là, ils trouvent des restes humains, squelettiques, toujours attachés par la ceinture de sécurité, avec un portefeuille à côté. Portefeuille, évidemment, vous vous en doutez, au nom de David Lee Niles. Mais voilà le détail le plus troublant. Quand les enquêteurs ont vérifié sur Google Maps, la voiture était visible. La voiture, elle était visible depuis 9 ans sur toutes les images satellites de l'endroit prises par Google Maps. Une petite forme rectangulaire, certes pas très visible, mais visible quand même, juste sous la surface de l'eau. Et personne n'avait jamais fait attention. Scott Hathaway, le gendre de David, s'est rendu sur les lieux avec le reste de la famille ce jour-là. Il a dit « Pour nous, c'est la fin d'une longue recherche. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 9 ans ? Je ne sais pas. Mais au moins, maintenant, on sait ce qui est arrivé. » La police n'a jamais pu déterminer si c'était un suicide ou alors un accident de voiture. Mais au moins, ils ont retrouvé le corps de David qui a pu avoir une vraie fin qu'il méritait. Et ironiquement, sa fin est arrivée à côté d'une maison funéraire. Les derniers pas de Paulette. 2 novembre 2020, Andenne en Belgique. Marcel Taré, 85 ans, s'occupe seul de sa femme, Paulette, 83 ans. Paulette souffre d'Alzheimer depuis quelques années. Elle ne reconnaît plus ses enfants et parfois même elle ne reconnaît plus son mari. Ce jour-là, Marcel, comme à son habitude, prépare le déjeuner. Il installe Paulette devant sa série préférée, puis sort dans le jardin étendre le linge. Et quand il revient, Paulette, elle est plus là. Elle a complètement disparu. C'est pas la première fois qu'elle s'échappe. Normalement, Marcel la retrouve quelques mètres plus loin, confuse, désorientée. Mais cette fois, rien. Assez rapidement, il prévient la police qui déploie des moyens considérables. 50 officiers, des chiens de recherche, des hélicoptères même avec des caméras thermiques et des drones. Mais rien n'y fait. Après plusieurs semaines de recherche intensive, les recherches sont abandonnées parce qu'ils ne trouvent pas Paulette. La famille suppose que Paulette est tombée dans la Meuse, le fleuve qui coule près de chez eux. 2 ans passent et en octobre 2022, un enquêteur consulte Google Street View dans le cadre de cette affaire, un peu par hasard. Il cherche tout simplement des détails sur le quartier qui auraient pu lui échapper et quand il passe près d'un endroit pas très loin de la maison de Paulette, regardez plutôt ce qu'il a vu. Sur l'image là, c'est la maison de Marcel et Paulette. Marcel, il est dans le jardin en train de détendre le linge, donc ça, on le savait déjà. Et de l'autre côté de la rue, une femme en sweat blanc et en pantalon noir qui traverse vers le jardin du voisin. Évidemment, c'est Paulette que vous voyez là. Ce sont ces derniers instants qui ont été capturés par hasard, encore une fois par la voiture de Google Maps qui passait complètement au hasard. L'enquête est rouverte immédiatement. La police retourne sur les lieux et retrouve le corps de Paulette au pied d'une colline, juste en dessous du jardin du voisin. Malheureusement, l'autopsie révélera qu'elle est décédée d'une chute. Une partie du jardin n'avait pas de barrière de sécurité et un grand trou était là. Donc en fait, la finalité, c'est que Paulette, probablement désorientée par Alzheimer, est sortie de chez elle, a marché et est tombée de la colline par manque de chance complet. Mais la vraie question qui est ressortie après cette affaire, c'est pourquoi les hélicoptères et les drones n'ont-ils pas vu son corps en 2020 ? Elle était là, à quelques mètres de chez elle. Au moins, grâce à cette image, sa famille a enfin eu des réponses. 2 ans trop tard, certes, mais des réponses quand même. Aujourd'hui, si on va sur Google Maps et qu'on cherche la localisation, évidemment qu'on ne va rien trouver. Ça a été supprimé, l'image a été remplacée. Mais pendant un temps, pendant 2 ans précisément, c'était visible, complètement visible, sous les yeux de tout le monde. Les messages Help de Los Angeles. Janvier 2025, un utilisateur Twitter zoome sur Los Angeles, sur Google Maps tout simplement, comme vous ou moi pourrez le faire, et là il tombe sur quelque chose de bizarre, de très bizarre. Des lettres géantes visibles uniquement si vous dézoomez, donc de très haut, qui forment un seul mot, un mot anglais, Help, H-L-P, de l'aide en français. Pas juste une fois, le mot help apparaît à plusieurs endroits sur le terrain, construit avec des tuyaux, du bois, des débris, bref, tout ce qui pouvait être utilisé pour former des lettres. Mais c'est pas tout, d'autres mots sont écrits dans la terre. Trafico, LAPD, FBI, fédéral, terrorismo, bref, vraiment des gros red flags. Évidemment, le post devient viral en quelques heures et ça explose sur les réseaux, avec son lot de théories bien propres à ce qu'on connaît des réseaux.
L'emplacement est juste à côté d'un dépôt de conteneurs maritimes, et tout le monde sait que les conteneurs maritimes sont parfois utilisés pour le trafic humain. Les streamers décident d'aller sur place, ils lancent un live Twitch d'ailleurs, et ils se font chasser par des chiens errants. Mais une autre personne, un autre utilisateur qui se fait appeler LA Guy, décide d'enquêter bien plus sérieusement. Il va sur place, il regarde un petit peu à droite à gauche, et il va même parler aux sans-abri qui habitent les lieux pour enquêter, pour leur poser des questions. Et là, LA Guy va découvrir la vérité. Une femme lui dit, c'est José, il écrit ses messages depuis des années. José, c'est un sans-abri et il a besoin d'aide lui-même. Et la LAPD, donc la police locale, confirme la théorie. José habitait là depuis des années, c'était un sans-abri, et effectivement, après enquête, c'est bien lui qui avait mis tous ces messages d'appel à l'aide. Enfin, je dis mis, mais c'était visible uniquement du ciel évidemment, mais c'était lui qui était à l'origine de tout ça. D'ailleurs, la LAPD a confirmé qu'il connaissait José, ils l'ont contacté plusieurs fois, José a refusé de l'aide au logement, et il a même refusé l'évaluation psychiatrique. Il n'y a aucune preuve de trafic humain, juste un homme seul qui demande de l'aide de la seule façon qu'il connaît. Quelques semaines plus tard, LA Guy retourne sur les lieux. Le terrain a été entièrement nettoyé et les messages ont tous disparu. Et José, eh bien, personne ne sait ce qui est advenu de lui et les messages ne sont plus visibles aujourd'hui sur Google Maps. Bien que ce soit une histoire plutôt triste, c'est dommage de ne pas avoir la finalité de ce qui s'est passé et c'est dommage de ne pas savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Le mafieux qui croyait être invisible. Dans les années 80 et 90, Gioacchino Gamino était l'un des criminels les plus recherchés d'Italie. Membre du clan mafieux Stidda, basé à Agrigente en Sicile, il était en guerre ouverte avec la Cosa Nostra, le réseau mafieux principal de l'île. En 1984, il va être arrêté pour meurtre, puis il va être relâché. Et en 1998, une fois de plus, il va être arrêté, cette fois-ci à Barcelone, et placé, cette fois-ci en détention à perpétuité. En 2022, dans la prison où il est enfermé à perpétuité, je le rappelle, il y a un film qui est tourné. Et il va utiliser le chaos créé par le film pour s'échapper. Et il va s'échapper avec succès. Il s'évade donc de la prison de Rebibbia à Rome, et pendant 20 ans, il va disparaître complètement. Ça va devenir un vrai fantôme. Personne ne le sait, mais Gamino s'installe dans une petite ville près de Madrid, Galapagar. Il va changer de nom, il va devenir Manuel, il va se marier, ouvrir un magasin de fruits et légumes, d'ailleurs du nom de El Huerto de Manu, et un restaurant, la Cocina de Manu. Il devient d'ailleurs chef cuisinier, et sa spécialité, ça va être les dîners siciliens. Pendant 20 ans, il va vivre vraiment une vie tranquille. C'est un fantôme, personne ne sait que c'est lui. Il a réussi à s'échapper avec succès, et j'ai envie de dire, il est fort dans ce qu'il fait. Il est fort pour rester à l'écart de la police et ne pas se faire attraper, tout simplement. Mais le truc, c'est que la police italienne ne l'a jamais oublié. En 2021, des enquêteurs anti-mafia ont une piste. Gamino serait en Espagne. Il commence donc à chercher, et un jour, encore une fois, un enquêteur consulte Google Street View autour de la ville de Galapagar. Et là, l'enquêteur, qui est-ce qu'il va voir devant le magasin de fruits et légumes El Huerto de Manu? Je vous le donne en mille. Oui, c'est bien lui. Il le trouve avec Google Maps devant son magasin en train de discuter avec un client de la manière la plus classique possible, mais pas de doute, il le reconnaît, c'est bien Gamino. L'homme a vieilli, mais il a une cicatrice distinctive sur le menton, une blessure d'un coup de couteau datant de ses années mafieuses. Les enquêteurs trouvent ensuite la page Facebook du restaurant, et là, pas de chance. Il y a une photo de Gamino en tenue de chef, en gros plan, complètement visible, à côté de son four à pizza. Le 17 décembre 2021, Gioacchino Gamino est arrêté dans la rue à Galapagar. Sa réaction, c'est « Comment vous m'avez trouvé? Je n'ai même pas appelé ma famille depuis 10 ans. » Un des policiers lui a répondu « On t'a trouvé, on t'a vu sur Google Maps. » Aujourd'hui, Gamino purge sa peine de perpétuité en Italie et son magasin de fruits et légumes a fermé. L'île des poupées. Si tu zoomes un petit peu sur les canaux de Xochimilco au sud de Mexico City, tu peux trouver une petite île. De loin, ouais, cette petite île a l'air complètement normale. Mais je vous invite à zoomer justement et à regarder un petit peu de plus près. Eh oui, ce que vous voyez là, c'est des centaines, des milliers même de poupées, clouées d'ailleurs aux murs et aux arbres. Ouais, c'est flippant, on est bien d'accord. Des poupées décapitées, des poupées démembrées, avec des yeux manquants, avec des visages fissurés pour certaines. Bienvenue sur la Isla de las Muñecas, l'île des poupées, et pardonnez mon accent espagnol très mauvais. L'histoire commence dans les années 50. Un homme nommé Don Julián Santana Barrera quitte sa famille pour vivre en ermite, sur justement cette petite île. Personne ne sait vraiment pourquoi. Certains disent qu'il était très religieux, d'autres qu'il était persécuté pour ses croyances, bref, c'est pas sûr. Un jour, alors qu'il marche le long du canal, il fait une découverte terrifiante. Le corps d'une petite fille, flottant dans l'eau, noyée, malheureusement. Julián, de bon cœur, va essayer de la sauver, mais c'était trop tard, beaucoup trop tard. Et c'est là que les choses bizarres ont commencé à arriver. Le lendemain, il va trouver une poupée qui va flotter exactement au même endroit. Il va prendre cette poupée et il va l'accrocher à un arbre.
Et c'était la première poupée de l'île, qui allait devenir l'île aux poupées. D'ailleurs, il a fait ça en hommage à la petite fille. Mais après ça, les choses ont rapidement changé. Julian a commencé à entendre des bruits la nuit, des pas, des murmures, des cris de femmes un petit peu bizarres. Il est convaincu que l'esprit de la petite fille hante l'île rapidement, c'est ce qu'il pense, et que la seule façon de l'apaiser, c'est d'accrocher plus de poupées. Pendant les 50 années suivantes, Julian parcourt les décharges de Mexico City. Il échange fruits et légumes contre d'autres poupées qu'il ramène sur son île pour attacher un petit peu partout, dans l'espoir d'apaiser l'esprit de la petite fille. Il ne veut pas les belles poupées, il veut les plus abîmées, les plus effrayantes, parce qu'il croit qu'elles font peur à l'esprit de la fille. Peu importe leur état, sans tête, sans bras, couvertes de boue, il les accroche telles quelles. Julian vit en isolement total, pas de femme, pas d'enfant, juste lui et ses milliers de poupées. En 2001, c'est le neveu de Julian qui vient lui rendre visite. Il vient sur l'île, ils vont discuter un petit peu, ils vont passer la journée ensemble et ils vont aller pêcher, parce que Julian avait l'habitude de pêcher d'ailleurs des poupées près des décharges. À un moment, Julian va se mettre à chanter et son neveu va lui demander pourquoi. Julian va dire « les sirènes. Les sirènes, elles m'appellent depuis l'eau ». Son neveu, un petit peu, voilà, je pense que si vous avez un oncle comme ça, vous allez peut-être pas trop faire attention à ce qu'il vous dit, il va le laisser tout seul. Il va partir vérifier les légumes dans le jardin de Julian, et quand il va revenir, Julian flottera face contre l'eau, décédé, à l'endroit exact où Julian avait trouvé la petite fille 50 années auparavant. Aujourd'hui, l'île détient un record du monde du Guinness Book d'ailleurs, la plus grande collection de poupées hantées au monde. Plus de 4000 poupées. Les touristes qui visitent l'île rapportent des choses étranges. Les poupées tourneraient la tête, ouvriraient les yeux, et certaines disent les avoir entendues chuchoter. Ah, et petit détail, la famille de Julian dit que la petite fille d'il y a 50 ans n'a probablement jamais existé, qu'il l'a peut-être tout simplement inventée, qu'il a tout inventé, de A à Z. Mais alors, qui est-ce qui l'appelait depuis l'eau cette nuit-là ? À la base, Google Maps est censé nous aider à nous repérer dans le monde, pas à nous perdre plus que possible. Parfois, ça montre quand même des choses qu'on n'est pas censé voir, ou alors qu'on est censé voir, mais qui ne font pas spécialement plaisir. Des secrets enfouis, des meurtres, ou pire, parfois, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc la prochaine fois que tu ouvres ton Google Maps ou ton Google Street View et que tu zoomes au hasard sur une rue ou sur un endroit un petit peu au hasard sur le globe, pense toujours, et qu'est-ce qui a pu se passer ici ? Qu'est-ce qui s'est peut-être passé ou qu'est-ce qui est en train peut-être de se passer ? Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle histoire t'a le plus marqué et si tu aimerais un épisode 2 de la série. C'était Théo et je te dis à très bientôt.